7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre magazine dans 7 jours à Lyon, ce qui démarre ce matin avec un léger retard. On s'excuse pour ce souci lié à des conditions indépendantes de notre volonté. Pour nous entretenir ce matin, nous irons dans l'univers de l'enseignement. Nos enseignants semblent de plus en plus en difficulté face à des élèves qu'ils ont du mal à maîtriser. Est-ce à cause de la réduction des effectifs ou alors parce que les parents ont du mal à bien éduquer leurs enfants? On comprendra un tout petit peu mieux ce matin avec Madame Sophie Longin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Mais ça va, c'était notre invitation. À votre avis, d'entrée de jeu, pourquoi de plus en plus des difficultés au sein de nos écoles? Alors, il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas uniquement les jeunes qui sont en cause. Je crois qu'il y a une multicausalité qui vient du climat actuel. Climat actuel dans la société, que ce soit la violence dans les lieux de résidence des enfants, dans les banlieues pour la plupart, quand on parle d'établissements qui sont en difficulté. Oui, allez-y. Difficultés des enseignants qui parfois ne sont pas suffisamment formés à ces questions-là. Difficultés aussi parce que notre ministère ne répond pas forcément à nos demandes ou ne met pas les moyens suffisants pour qu'on puisse enseigner dans des conditions correctes et apporter tout ce qu'il faudrait à nos élèves. D'accord. On abordera dans tous ces aspects au cours de ce magazine avec vous également. Cette semaine a été ponctuée par des manifestations de nos fonctionnaires de police qui eux aussi semblent à vivre un réel malaise. Pour nous en parler également ce matin, nous sommes avec M. Sébastien Sillier. Bonjour. Bonjour. Mais ça va, c'est notre invitation. Vous êtes donc le responsable force ouvrière de la police. Pourquoi de plus en plus de manifestations dans le corps de la police? Alors, départemental, unité SUP police force ouvrière, effectivement, sur le département du Rhône. D'accord. Une colère qui s'inscrit dans le temps parce qu'il y a un gros malaise et une grosse colère dans les rangs de la police nationale. Mais ce malaise et cette colère explosent aujourd'hui. C'est une cocotte minute pour laquelle nous avions tiré déjà la sonnette d'alarme, et ce depuis 2014, et sur les risques encourus au quotidien sur la voie publique. Et au même titre que dans l'éducation nationale, notre ministère tutelle n'a pas donné en tout cas les moyens suffisants pour répondre à l'attente des fonctionnaires de police sur Lyon notamment. D'accord. Donc, nous allons développer toutes ces informations et bien d'autres dans quelques instants. Restez avec nous. Merci donc à nos auditeurs qui sont déjà installés, à vous aussi, chers invités, qui êtes avec nous. Je rappelle à ceux qui prennent notre marche que maintenant que nous recevons ce matin Sébastien Sillier, responsable de l'unité SGP Force ouvrière de la police, qui nous éclairera sur le malaise qui semble assez profond dans le corps de la police, au point où il manifeste en mai
on a vu une manifestation suite à des violences sur le corps de la fonction de la police. Ces images qui ont fait le tour du monde ont choqué plus d'une personne et de nouveau, il y a une réelle grogne. Et également, ce matin, nous sommes avec Sophie Longin, co-secrétaire CGT de l'Éducation nationale. Sophie Longin, Oui. Apparemment, donc, les difficultés qui sont visibles aujourd'hui, ou plutôt qui s'expriment dans le corps de l'Éducation nationale aujourd'hui, ne sont pas nouvelles. Non, c'est des conditions qui se sont dégradées petit à petit et qui continuent à se dégrader. Donc ça, c'est très clair pour nous, c'est une évidence. On l'a revu, on aurait besoin de plus de personnel pour répondre à la demande de nos élèves, pour être présents sur le terrain, et on nous enlève des postes entre autres d'AED, c'est-à-dire des anciens, ce qu'on appelait les surveillants. On en a de moins en moins, et pour nous, c'est évident que du coup, on ne peut pas être présent correctement auprès de nos élèves, aller au-devant d'une violence ou d'une agressivité qui pourrait se mettre en place, parce qu'on n'en a plus les moyens. Sophie Longin, excusez-moi de vous couper, mais la suppression de postes, c'est pas nouveau? Non, ça se fait doucement, mais régulièrement. Et donc les AED, effectivement, depuis l'année dernière, il y a eu des postes qui ont été supprimés. Ça s'est fait, ça s'est fait pour la rentrée de septembre 2016. Donc on nous a annoncé ça dans le courant au mois de mai, juin 2016, que certains postes d'AED ne seraient pas renouvelés. Mais l'impression que ça dégage aussi, c'est qu'on a l'impression que les enseignants n'ont vraiment pas de moyens, pas seulement des moyens humains de pouvoir maîtriser leurs élèves. C'est-à-dire? C'est-à-dire en fait qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui l'élève a plus de force face à son enseignant. Au point où on a entendu certains enseignants la semaine dernière chez certains de nos confrères dire que l'élève peut se permettre de tout dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, alors je n'aime pas trop être sur ce terrain-là parce qu'on est dans un terrain, alors je suis en lycée professionnel, on est essentiellement sur un terrain d'abord d'enseignement, mais aussi et de plus en plus sur un terrain d'éducation et de socialisation. Socialisation de l'enfant qui effectivement souvent arrive avec des notions de respect qui ne sont pas forcément celles que l'on attend, et du coup on essaye petit à petit de le recadrer par rapport à ça. Ce qui lui permet, et je parle là au niveau du lycée professionnel, ce qui permet aussi de lui donner ensuite une possibilité d'entrer dans le monde professionnel avec une certaine, je ne sais pas si on peut dire un certain respect, mais une manière de se comporter qui permet de lui donner des chances dans le monde professionnel. Voilà qui dit Madame Longin. Oui. Ce que je voulais pointer ici, c'est une absence de réelle autorité même face à vos élèves. Alors, l'autorité, je dirais que chaque fois qu'on émet des avertissements ou que l'on essaye d'aller plus loin, puisque maintenant il y a toute une démarche quand un élève par exemple est excessivement difficile, il faut systématiquement faire des écrits pour pouvoir ensuite le passer en ce qu'on appelle une commission éducative, puis en fin de parcours un conseil de discipline si besoin. Bon, et ce conseil de discipline, il est clair que le rectorat nous a demandé d'en faire de moins en moins. Un conseil de discipline, c'est pas uniquement... Pour quelle raison ? Renvoyer... Alors, juste, je finis. Allez-y. Un conseil de discipline, c'est pas uniquement renvoyer ou, en termes plus crus, virer un élève d'un établissement, mais c'est aussi peut-être lui permettre, s'il est obligé d'aller dans un autre établissement, de changer de milieu, de changer de copains, de changer de groupe, et du coup, parfois, de lui donner une autre possibilité. Une possibilité, entre guillemets, d'arriver neuf dans un autre établissement. Sans le passé qui a fait, puisqu'on est souvent sur des ados, sans le passé qui a fait de lui, qui lui a donné une certaine image auprès de ses copains. Et du coup, le conseil de discipline, il ne faut pas forcément voir ça comme un échec complet. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, le rectorat nous retoque quand régulièrement on fait trop de conseils de discipline. C'est ce qui nous a été dit, entre autres, sur l'Académie de Lyon, que certains établissements faisaient beaucoup trop de conseils de discipline et donc il fallait diminuer le nombre de conseils de discipline. Alors, en résumé, ça veut dire en fait que vous n'êtes pas suffisamment soutenu par votre hiérarchie. Souvent, oui, on n'est pas suffisamment soutenu par notre hiérarchie, qui, elle, est coincée avec la demande du rectorat, des rectorats
Et au-delà du rectorat, la demande ministérielle qui est d'éviter toute déscolarisation de l'enfant. Déscolarisation où qu'un enfant se retrouve dans la rue sans possibilité d'être accueilli quelque part. Ce qui est légitime, hein, ce qui est tout à fait légitime. Mais par contre, qui rend notre travail complètement difficile, pourrait-on dire. La même question, je la pose donc à M. Sébastien Tillier. Apparemment, aujourd'hui, les forces de police semblent manquer de réelle autorité. La question, c'est de savoir, on a l'impression aujourd'hui qu'un policier, que ce soit en civil ou en tenue, lorsqu'il décline son identité, cela semble ne plus représenter une réelle autorité face à certaines catégories de personnes. Nous sommes de toute façon, par essence même de notre profession, la force de sécurité qui, effectivement, tempère les débordements, quels qu'ils soient, sur la voie publique. Effectivement, on a affaire à des individus aujourd'hui qui n'hésitent plus à attaquer physiquement les forces de police qui sont en civil ou en tenue d'uniforme. Hein. Et c'est ce que relève et ce qui déclenche la colère également, mais depuis un certain nombre d'années déjà. Ce que les fonctionnaires de police décrient et crient dans la rue, très clairement, c'est le manque de protection et de reconnaissance qu'il aurait donné tant par l'administration, que par une frange, on va dire, de la population. Ce qu'on demande et ce qu'ils demandent, et ce de manière totalement légitime, c'est une protection, une reconnaissance. Par exemple, comment expliquez-vous que des patrouilles de police patrouillent dans certains secteurs connus, réputés comme difficiles et violents à l'égard des forces de police, patrouillent à deux? C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Sébastien Tillier, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là. C'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme depuis un certain temps déjà. Il faut rappeler quand même l'historique du dégraissage en fait des effectifs de police. 2008 a été le tournant. Ça a été véritablement le tournant pour les forces de police, avec la suppression, suite à un protocole d'accord signé entre une organisation syndicale et le gouvernement en place à l'époque, la suppression de 8000 effectifs dans la police nationale au niveau national. Donc effectivement, 2009 est passé par là, 2010, on arrive à 2016, où ces 8000 effectifs en fait ont pleinement et entièrement été retirés des effectifs, et on se retrouve en incapacité d'assurer la sécurité des citoyens au quotidien, mais également la nôtre. Alors, les années passent, votre autorité semble s'effriter. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour que vous puissiez retrouver, on va dire, je me répète, l'autorité qui a toujours été la vôtre? Qu'est-ce qu'il faudrait? Il n'y a pas que l'autorité, tout ne tourne pas autour que de l'autorité. Nous sommes policiers républicains qui avons perdu du terrain dans certains secteurs. Il faudrait dans un premier temps, pour assurer notre sécurité, reprendre des patrouilles à trois. Il faudrait éviter d'employer des fonctionnaires de police sur des gardes statiques qui pour nous sont inutiles. Il faudrait, pas révolutionner, mais rénover effectivement les cycles de travail, par exemple, des fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires de police travaillent 24 sur 24, 7 jours sur 7, vous n'êtes pas le sans savoir. Et aujourd'hui, est pratiqué un cycle horaire en 4-2, ce qu'on appelle en 4-2, c'est-à-dire qu'on fait 2 après-midi et on rattaque sur 2 matinées à 4h50. Je peux vous dire que ça épuise les hommes et les femmes qui composent la police nationale. Ça c'est sur le volet conditions de travail. Sur les gestes immédiats et forts qu'il y aurait à mettre en place de la part du gouvernement. C'est des opérations d'envergure dans les zones de non-droit. Il faut regagner du terrain à effectif supérieur, en supériorité numérique. Il faut des moyens de protection également accrus. Comment expliquez-vous qu'on ait des gilets pare-balles aujourd'hui qui n'ont plus que ce terme générique à agiter et qu'on ne soit plus en fait protégé par des gilets pare-balles qui sont obsolètes? Il faut une revalorisation salariale cohérente avec le métier et la dangerosité qui est nôtre sur la voie publique. Aujourd'hui, qui est-ce qui voudrait rentrer dans la police nationale? Alors je vous prendrai l'exemple de Viry-Châtillon, de Grigny-la-Grande-Borne, où j'ai exercé. Le jeune collègue de 28 ans qui s'est fait brûler vif dans un véhicule, il gagne 1200 € par mois. Ça, il faut le savoir, mais qui accepterait aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit de se faire brûler vif dans un véhicule pour 1200 € par mois? C'est inacceptable. Et je ne vous parle même pas des fonctionnaires qui, au quotidien, sont sur la voie publique et qui gagnent difficilement
2 000 € par mois après 15 ans ou 20 ans de boîte. C'est pas acceptable. Tous les samedis, de 9 h à 10 h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Bien, il faut pas mal de choses, il faut beaucoup, il faut beaucoup d'efforts pour que nos fonctionnaires de police retrouvent, on va dire, un cadre assez serein pour exercer leur travail sereinement. Madame Longin, de votre côté au niveau de l'éducation nationale, vous avez parlé de la suppression des effectifs. Est-ce que si demain, allez, enfin, on va faire une politique fiction, si demain on augmente les effectifs, pensez-vous que vous retrouverez, on va dire, la sérénité pour faire votre travail? Alors, je reprendrai un petit peu ce que le collègue de la personne qui est là pour la police. Monsieur Sébastien Tillier de la police. Voilà, Sébastien Tillier disait, on ne va pas parler systématiquement, alors vous n'en avez pas reparlé là, mais on ne va pas reparler effectivement uniquement de violence. Hein. C'est ça, je pense que pour nous, la situation est à peu près la même, c'est-à-dire que des conditions de travail qui sont dégradées, il n'y a pas uniquement les effectifs collègues qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire c'est pas uniquement remettre en place des postes d'AED, des postes de surveillants plus importants, mais c'est aussi comment voulez-vous vous occuper correctement d'élèves quand vous en avez 30 par classe, alors qu'on est dans des zones difficiles. Vous avez sans doute entendu parler des zones d'éducation prioritaire qu'on n'appelle plus des zones d'éducation prioritaire, mais qu'on appelle maintenant des REP, qui sont au niveau des lycées et des lycées professionnels qui n'existent plus. C'est-à-dire que les établissements restent des établissements difficiles et pourtant on ne met plus en face des moyens qu'il y avait il y a encore quelques années, les moyens humains pour pouvoir répondre à la demande des élèves. Entre autres, dans ces fameuses zones d'éducation prioritaire, les classes étaient limitées à 24 élèves. Maintenant, on va se retrouver avec des classes à 30. On ne peut pas s'occuper correctement de 30 élèves qui sont en difficulté. C'est pas vrai. Même en mettant en place des accompagnements personnalisés comme c'est actuellement le cas, c'est pas possible. Moi, je ne sais pas faire. J'ai pas appris ça. Je ne sais pas gérer 30 jeunes en difficulté, ou alors j'y passe mon énergie, mes week-ends complets, ma santé. Et voilà. Donc ça, c'est des évidences. Donc c'est pas uniquement remettre des postes adultes, mais c'est aussi agir sur donc les effectifs des classes, permettre que l'enseignant puisse s'occuper de chaque élève correctement. C'est aussi remettre de l'autorité, entre guillemets, au niveau de l'administration, c'est-à-dire que l'administration reprenne ses responsabilités. Quand un élève ne va pas bien, que ce soit elle qui intervienne, et quand j'entends administration, aussi bien notre administration directe, c'est-à-dire le proviseur, le principal, mais aussi ensuite le rectorat, qu'on ne se retrouve pas avec des élèves renvoyés par conseil de discipline d'un établissement que le rectorat, en définitive, nous renvoie, c'est-à-dire refuse le conseil de discipline. Voilà, toutes ces choses-là, il faut vraiment que ce soit une prise en compte globale. Alors, c'est pas uniquement remettre des postes humains. C'est bien sûr remettre des postes humains, on est bien d'accord, mais c'est aussi diminuer les effectifs, reprendre entre guillemets la place d'adultes face à des jeunes qui sont en voie de devenir des adultes. Donc on ne traite pas un adulte, enfin un jeune de 20 ans de la même manière qu'on s'occupe d'un jeune de 15 ans. Un jeune de 15 ans, il est encore en devenir, il est encore en formation, et pour prendre ce temps-là d'éducation, ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande d'être attentif à ce qu'il demande, à ce dont il a besoin, et du coup, il faut pouvoir le faire sans mettre en jeu notre santé. Et Madame Longin, de ce côté-là, on ressemble... Madame Longin, oui, j'entends ce que vous dites, mais et la place des parents même dans ce travail-là? Alors, la place des parents d'un établissement à l'autre, elle est excessivement variable. Hein. Par exemple, dans l'établissement où je suis, cette année, on n'a aucun parent désigné au conseil d'administration. Voilà, aucun parent n'a pris la décision de venir au conseil d'administration de notre établissement. Souvent, les parents, pour X raisons, pour une
une multicausalité entre guillemets de raisons ne sont pas présents dans les établissements. Et pour quelles raisons? Quelles pourraient être les raisons de n'avoir aucun parent ce n'est pas forcément dans leur culture, ce n'est pas forcément... ils ne maîtrisent pas pour certains le français ou pas suffisamment. Pour eux, l'échec, pour eux, l'école était aussi une source d'échec et du coup, ils ne veulent pas s'y replonger. Enfin, il y a beaucoup de causes. Hein. Je suis pas là pour les juger. Hein. Je ne sais pas suffisamment ce qui est derrière tout ça, mais en tout cas, une multitude de causes qui fait que du coup, on n'a pas de parents pour la plupart du temps dans les lycées pro, hein, dans les lycées qui souvent sont les plus difficiles, on n'a pas de parents qui viennent représenter leur enfant. Souvent, quand ils veulent représenter leur enfant, c'est avec cette image négative de l'école, et du coup, ils vont voir l'enseignant comme quelqu'un effectivement qu'il faut combattre, où leur enfant aura toujours raison. Voilà, alors petit à petit, on arrive à leur dire, mais attendez, l'attitude de votre enfant, il n'est pas uniquement dans l'école. Si un enfant est difficile, il n'est pas uniquement difficile dans l'école, il peut être aussi difficile à la maison. Et ça, ils finissent par le reconnaître, et donc on arrive à faire un travail avec eux. Mais avant qu'ils arrivent à venir dans le lieu même de l'école, c'est compliqué. Sophie Langin, est-ce que les parents jouent le jeu dans ce genre de situation de manière générale? C'est-à-dire, joue le jeu. Je veux dire, est-ce que lorsqu'un enfant présente un comportement assez difficile, c'est-à-dire qu'il a du mal à se plier aux exigences d'un établissement scolaire, est-ce que généralement les parents acceptent d'accompagner l'enfant dans le sens où on voudrait qu'il s'améliore, qu'il soit beaucoup plus respectueux? C'est très très variable. C'est très variable d'un parent à l'autre. Je dirais que les parents, ils représentent aussi notre société. C'est-à-dire que vous aurez effectivement des parents quand leur enfant va commencer à ne plus aller à l'école ou à avoir des propos irrespectueux. Si on l'appelle, il n'y aura pas de souci, on pourra compter sur lui. Parfois, on fait même attention parce qu'on sait que la réaction du parent peut être violente. Et c'est pas forcément ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'un enseignant cherche. Hein. Il ne cherche pas que la réaction du parent soit violente, soit physiquement violente, hein, j'entends. Et puis parfois, au contraire, on a des parents qui vont complètement nier ce que leur enfant a fait et leur enfant aura de toute manière raison. Bon, voilà, je dirais que c'est très variable. Je peux pas... Ça dépend des enfants, ça dépend de la relation que le parent a eue avec l'école. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très très variable. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Bien, nous allons prendre quelques nouvelles brèves et on revient vers nos invités dans quelques instants. Deux frères tués à Villeurbanne, un père et son fils mis en examen. L'affaire connaît donc aujourd'hui un véritable rebondissement. Omar et Lagdar, deux frères, avaient été abattus à l'arme automatique il y a 9 mois en pleine rue à Villeurbanne. Aujourd'hui, l'affaire prend un nouveau tournant. Un père et son fils ont été mis en examen vendredi 21 octobre dernier pour meurtre en bande organisée. Des auditions de l'entourage des victimes ont notamment permis de révéler des conflits entre deux familles du quartier des Buères. Certains témoins ont même affirmé que le père mis en examen conduisait un véhicule similaire à celui utilisé par les tueurs le 7 février 2016. Le juge des libertés et de la détention, à l'issue de l'audience des deux hommes, a décidé pour le moment de les placer sous contrôle judiciaire. C'est officiel, la jungle de Calais sera démantelée à partir de lundi matin à 8h pour évacuer les 3000 migrants qui y ont élu domicile. Le gouvernement a prévu 60 bus. 17 prendront la direction de la région jusqu'à jeudi en tout.
751 migrants seront donc transférés en Auvergne-Rhône-Alpes. Parmi eux, 185 viendront dans le Rhône. Certains seront hébergés par l'association Habitat Humanisme dans les logements situés près de la préfecture, rue Garibaldi, rue Marignan, dans le 8e arrondissement, ainsi qu'à Saint-Fond. D'autres seront pris en charge par Forum Réfugiés à Villeurbanne et dans les 3e et 8e arrondissements de Lyon. Quant à la commune de Vénissieux, elle accueillera une quarantaine de migrants au sein d'une ancienne clinique. C'est ce samedi à Feur qu'aura lieu l'élection des Miss Rhône-Alpes 2016. Cette élection constituera dans la finale régionale. La lauréate représentera donc alors la région lors de l'élection des Miss France 2017 qui aura lieu cette année, le 17 décembre 2016 à l'Arena de Montpellier. Les Miss départementales ainsi que leurs dauphines respectives sont autorisées à se présenter pour cette finale. Cette année seront candidates dans les Miss ou dauphines de la province du Dauphiné, du département de la Loire, de l'Ain, de la Savoie et du Rhône-Alpes. Nous retrouvons nos invités et je me tourne donc vers Sébastien Sillier pour ceux et celles qui prennent le train en marche maintenant. Nous recevons donc deux invités. D'un côté, c'est M. Sébastien Sillier de l'unité SGP Force ouvrière de la police. Bonjour M. Sillier. Bonjour. On a entendu certains de vos confrères, de vos collègues se plaindre du fait que lorsque vous attrapez un malfaiteur, il se retrouve quelques jours après en liberté. Et cela semble être l'une des difficultés que vous rencontrez. Aujourd'hui, alors tout à l'heure avec Mme Longeant, on parlait de l'autorité parentale. À votre avis, quelle est la place dans ce genre de cas, généralement, des familles? Je veux dire, des familles dont ils sont issus, ces personnes dont le comportement est très peu honorable. Monsieur Tillier. Ah, c'est à moi que vous posez la question, pardon, je n'avais pas compris. Je vais reprendre ma question. Je disais que madame, alors, avant de prendre ces trois nouvelles brèves, madame Longin nous parlait aussi de la place des familles, en fait, qu'il y a des cas où les familles coopèrent, collaborent pour que l'élève puisse avoir un comportement, on va dire, assez respectueux. Il y a aussi des cas où c'est très difficile. Donc, elle nous faisait comprendre que nos élèves aujourd'hui sont le reflet de notre société actuelle. Pour vous qui avez vu changer progressivement, on va dire, l'aspect de la société, en sens que l'autorité ou le respect vis-à-vis des forces que vous représentez aujourd'hui semble avoir disparu, pour vous? Alors, oui, allez-y. Alors, moi, je vous le dis, je vous le réitère, hein, la sonnette d'alarme, elle a été tirée depuis très longtemps par notre organisation syndicale, de policiers, composés d'hommes et de femmes qui ont bien vu effectivement le tournant qui a été pris à l'horizon, on va dire 2003-2004. Moi, j'exerçais à l'époque en banlieue parisienne, justement sur ce quartier, ce fameux quartier de la Grande Borne que j'ai pu sécuriser. Et déjà à l'époque, donc je vous parle de ça il y a plus de 10 ans, des violences perpétrées à l'encontre des forces de police étaient faites, et ce de manière très violente, très virulente. C'est monté crescendo, ça s'est accentué dans le temps, avec une baisse d'effectifs, je vous le dis, je vous le répète, hein, qui s'est également accélérée à partir de 2008. Et voilà, la situation, elle est là, elle est catastrophique. Nous n'avons plus les moyens, comme dans l'éducation nationale, et c'est vrai que dans les différentes administrations et dans les différentes réunions auxquelles je peux participer au niveau de la Confédération, je m'aperçois que dans l'ensemble des administrations composant l'État pour lequel nous travaillons, les faits sont similaires. On peut faire des parallèles, et le parallèle en fait qui peut être fait dans l'ensemble des administrations qui composent l'État, c'est les RGPP également qui sont passés par là. Voilà, c'est des réductions drastiques d'effectifs, c'est le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, voilà.
Et tout ça nous amène à la situation en fait que traverse le pays très clairement. Existe-t-il des séances de travail avec les populations, avec les quartiers, parce que de manière générale, on a noté que certaines difficultés qui sont récurrentes se notent aussi dans certains quartiers que nous connaissons presque tous. Est-ce qu'il existe un travail de proximité entre les forces de l'ordre que vous représentez et les quartiers? J'ai pas compris votre question. Je veux dire, on a compris que dans le temps que les difficultés qui sont récurrentes, c'est-à-dire le fait qu'un individu ne respecte pas les forces de l'ordre, généralement c'est dans certains quartiers. Les quartiers difficiles, on les nommera ainsi. Est-ce qu'il existe des séances de travail entre les forces de l'ordre que vous représentez aujourd'hui et les représentants de ces quartiers-là? Alors, de tout temps de tout temps, il y a eu un relationnel de proximité avec les gens de quartier, mais comme de la population dans son ensemble. Je vous rappellerai les hirondelles dans les années 70 qui patrouillaient à vélo dans les quartiers. On parlait pas de quartiers difficiles à l'époque. On parlait de blousons noirs, on parlait de jeunes rebelles. C'est sociétal en fait. On s'adapte en fait et on s'est adapté en fait à la société de tout temps, dans toutes les administrations. Sauf que tout a progressé, tout a évolué. Est-ce que certains se sont amusés à défaire, les autres les ont refaits en fonction de la gouvernance politique qui a été mise en place. Je me rappelle encore, moi, jeune policier, quand je suis rentré dans la police nationale, la police de proximité qui a été mise en place, les moyens humains et matériels qui ont été mis en place, ça commençait effectivement à payer ses fruits, puisqu'une certaine proximité avec les familles, avec les commerçants était installée. Et on n'était pas du tout dans l'état d'esprit du tout répressif. Il y avait des règles qui étaient imposées à toutes et à tous, et ça commençait à porter ses fruits. Sauf que il y a eu un changement entre-temps, il y a eu démantèlement effectivement de ce qui avait été fait pour refaire autre chose, avec la suppression notamment des effectifs en 2008. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Bien, notre magazine arrive inexorablement vers la fin. On a compris qu'aujourd'hui, il existe une réelle fracture entre les forces de police que vous représentez et la population. C'est ce qu'on remarque également entre les enseignants et leurs élèves aujourd'hui. Il semble avoir une réelle fracture. Que peut-on retenir donc pour le mot de la fin, Madame Sophie Longin? Oui, je ne suis pas complètement d'accord avec vous quand vous dites une fracture. Je crois que la fracture, elle est effectivement dans certains établissements. Dans certains, oui. Voilà, elle n'est pas partout. Elle est avec une frange de jeunes qui sont effectivement complètement désorientés, qui ont une image de violence qui leur est véhiculée par les médias, par le climat actuel, par effectivement le tout répressif. Là, le collègue le disait, tout à fait. Le tout répressif, c'est pas ce qu'on demande. Et de ce côté-là, on se rejoint complètement. C'est pas ce qu'on demande. Et c'est pourtant ce qu'on renvoie à nos jeunes. Avec l'idée aussi que plus ils sont les premiers, plus ils sont les meilleurs, plus ils vont gagner d'argent, plus ils vont éventuellement faire la loi autour d'eux, etc. Et ça, c'est véhiculé par le climat actuel, par les médias. C'est vous remettre aussi en cause, non pas vous, votre radio, mais ce qui est véhiculé sur la télévision, je l'ai compris. Voilà. Et je crois que c'est à nous seuls, à l'éducation nationale seule, on peut rien faire. Je crois que effectivement, comme le disait aussi le collègue, il y a une baisse générale des effectifs sur des fonctionnaires dont on a besoin, la justice, la police, l'éducation nationale, et on est actuellement dans un régime comptable, que ce soit de gauche ou de droite, on est dans un régime comptable où il faut faire des économies, et on les fait surtout sur les fonctionnaires, en se disant qu'un jour ou l'autre, ils seront remplacés par du privé. On va droit vers ça, et je crois que c'est une erreur fondamentale par rapport aux populations. Les populations ne s'en rendent pas forcément compte, elles se disent ça nous coûtera moins d'impôts, mais il y aura un retour de bâton un jour ou l'autre, ça c'est évident, et c'est fort dommage, et ça pose question pour l'avenir et pour les jeunes qui vont nous suivre. Enfin, pour moi, ça pose problème. En une phrase, Madame Longin, d'où peut venir la solution? Il faut bien une solution un jour. C'est pas l'éducation nationale qui l'aura toute seule. C'est pas la police qui l'aura toute seule. Je crois que c'est une prise en compte générale de notre
société. C'est évident qu'il faut se dire qu'on a besoin de certains fonctionnaires, de certaines structures, que l'éducation des jeunes, c'est l'avenir. C'est aussi ce qu'ils transmettront à leurs enfants plus tard, et que plus on essaye de travailler dans des meilleures conditions pour eux, plus on leur donne cette chance-là de eux-mêmes retransmettre cela à leurs enfants. Ça, c'est évident. Merci. Et voilà. Merci, Madame Jean. Je me tourne vers Sébastien Sillier. D'où peut venir la solution? Alors, moi, j'ai pas la solution ni la baguette magique. Par contre, je suis, moi non plus, pas d'accord avec la conclusion, la conclusion que vous portez. Moi, je suis désolé, on ne peut pas parler aujourd'hui de fracture entre la police et la population. La population, suite aux attentats qui ont dramatiquement frappé le pays, rappelons-le, début 2015. D'accord, mais pour le début jusque dernièrement. Elle nous applaudissait dans la rue. C'est pas une rupture avec la population. Quelle pourrait être la solution alors en 30 secondes, s'il vous plaît? D'où pourrait venir une solution? De qui plutôt? Des politiques? Il faudrait tout simplement appliquer le code pénal qui est aujourd'hui très bien fait et que la justice, effectivement, fasse preuve d'une tolérance zéro et d'une peine maximale pour les agressions adressé aux fonctionnaires de police. Merci Sébastien Sillier. Merci à mes amis auditeurs et à vous tous qui nous avez accompagnés ce matin dans ce magazine. On se retrouve samedi prochain pour une autre édition de 7 jours à Lyon. C'était 7 jours à Lyon.